Egunon, buenos días. Et comme nous sommes encore à temps, bonne année 2021. On va essayer d'avoir une année entre guillemets normale parce que maintenant la normalité est devenue une valeur. Donc on va essayer d'en avoir une bonne et normale. Urte berri on y feliz año nuevo a todos, que estamos todavía a tiempo de felicitar este año y a ver si tenemos un año normal, porque ahora la normalidad Très bonne année. J'espère qu'on va avoir une année quelque part un peu normale, étant donné qu'avoir une certaine normalité, c'est déjà énorme pour notre jour, pour notre travail journalier. En fait, je veux vous dire en fait que cette réunion se fait en traduction simultanée. C'est Christina Maidagan qui assure donc la traduction, mais pour pouvoir suivre toute cette réunion, en fait, en espagnol, il faut que vous regardiez donc sur le globe qui est en bas où c'est marqué interprétation. Il faut que là, vous cliquiez sur espagnol et c'est ainsi que vous allez suivre donc tout en espagnol, étant donné qu'il va y avoir des interventions en français. Ce webinaire est enregistré et surtout, il est en traduction simultanée par Christina Maidagan. Si vous souhaitez suivre ce webinaire totalement en français, vous devez aller dans la barre menu du bas et opter pour le français. C'est-à-dire que vous n'entendrez que la partie, enfin que le webinaire en français, puisqu'il y en a certains qui vont intervenir dans leur langue, c'est-à-dire le castillan. Si vous voulez le suivre en français, vous devez opter pour le français. Voilà, donc on va démarrer. Bienvenue donc dans ce webinaire du programme Compète Plus, qui est un programme européen qui a été validé et qui est cofinancé par Interreg POCTEFA. Ce webinaire, il est consacré à l'hybridation énergétique et Compète Plus, qui concerne les 3 territoires Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre, il compte plusieurs partenaires. Le chef de file, c'est la Chambre de commerce Bayonne-Pays Basque, qui aujourd'hui est représentée par Beñat Jauregui, qui est chef de projet. Il est également, autre partenaire, c'est l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre, qui aujourd'hui est représentée par Leide Azcona. Orchestra, l'Institut de la compétitivité d'Euskadi, qui a une reconnaissance au moins européenne. Lui, aujourd'hui, il est représenté par Mercedes Oleanra. Et puis, Sodena, qui est l'Agence de développement économique de Navarre, est représentée aujourd'hui par Béatrice Blasco. Moi, je suis aujourd'hui au sein de la Chambre de commerce de Gipuzkoa, qui est également partenaire de ce Compète Plus. Et je représente également la Chambre de commerce transfrontalière biartéane. Comme vous l'avez vu au sommaire, il y a à la fois un petit zoom sur ce qu'est ce Compète Plus, la thématique du jour, l'hybridation énergétique, et nous aurons évidemment plusieurs intervenants. Nous aurons un expert qui parlera à partir de l'Institut français des huiles végétales pures. Nous aurons 4 témoins. Pour la Navarre, un témoin de Acciona. Pour Euskadi, nous aurons à la fois un intervenant de Repsol et d'une entreprise qui est FNX, qui est dans le biométhane et également l'hydrogène vert. Et pour Iparalde Nouvelle-Aquitaine, nous aurons un témoin, un intervenant qui parlera de l'école d'ingénieurs Estia qui est à Bidart et qui a un projet d'hybridation. Eh bien, sans plus attendre, je vais passer la parole à Beñat Jauregui, donc de la Chambre de commerce Bayonne-Pays Basque. Et Beñat, la question est simple. Compète Plus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, en quelque sorte? C'est à toi. Beñat, nous ne t'entendons pas, donc c'est pour savoir ce qu'est Compète Plus, comment ça marche, qu'est-ce que ça concerne et quelles sont les thématiques. Je te cède la parole. Bonjour Egunon, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, donc Compète Plus, c'est un programme européen qui a pour objectif de créer une synergie économique entre ces 3 territoires, d'Iparalde, Nouvelle-Aquitaine
Euskadi et Navarre. Et en partant de secteurs qui sont communs et convergents à ces trois territoires, l'idée est de regrouper des acteurs autour d'une même thématique et d'en constituer un pôle transfrontalier. Ces acteurs vont représenter justement l'idée, c'est d'avoir l'ensemble d'une chaîne de valeur. Et par exemple ici, dans le cas d'aujourd'hui, en hybridation énergétique, pour pouvoir offrir à des clients potentiels, donneurs d'ordre qui seraient intéressés par trouver le produit ou le service qu'ils recherchent dans cette thématique-là. Voilà. À travers ces regroupements aussi, on cherche à donner de la visibilité, à gagner en visibilité au travers de ces trois territoires et à générer également entre les membres qui constitueront ces pôles transfrontaliers des collaborations qui tireront parti et profit de la complémentarité entre ces différents membres. Voilà l'objectif. Donc, comme vous le voyez, nous allons. Il y avait eu un précédent programme qui s'appelait Competitive Eco, au travers duquel trois pôles transfrontaliers avaient été créés sur la fabrication additive, sur le big data et l'intelligence artificielle, et également sur les dispositifs médicaux et la santé. Dans le cadre de Compét Plus, on va s'attaquer à 4 nouvelles thématiques que sont l'énergie, la mobilité, l'agroalimentaire et les industries créatives. Et je vais laisser la parole à Béatrice Blasco de Sodena qui va nous développer justement le contenu de ces 4 thématiques. À toi, Béatrice. Merci, Beñat. Bienvenue tout le monde. Buenos días a todos. Bonjour de nous accompagner lors de cette réunion. Tel que Beñat vient de le dire, au sein de Compét Plus, nous avons choisi 4 thématiques. 4 thématiques en fait, qui découlent d'une analyse réalisée par Orchestra et donc un travail qui a permis d'analyser les flux économiques entre les 3 régions. On a constaté qu'il y a des points de convergence autour de ces 4 thématiques et qu'il y a une complémentarité, la possibilité de constituer ou de faire des projets conjoints. Donc, on s'est mis d'accord sur les thématiques, c'est-à-dire la mobilité électrique, mobilité durable, aussi bien électrique que l'hydrogène. Et cette thématique, car chaque thématique, nous l'avons abordée dans le sens d'une réunion et cette thématique a été déjà abordée le 12 janvier. Nous avons eu cette première réunion, on a donné la parole à Cinetech qui nous a parlé de l'opportunité qui peut exister dans la mobilité électrique et de l'hydrogène et on a vu quelques cas pratiques. On a vu une société qui travaille l'hydrogène pour les vélos au lieu de l'électricité, Karma. Alors, on a su le travail réalisé par Elisa dans le monde de bus et de camions. Et ensuite, on a vu la mise en place de tout cela à Pamplune par le biais d'un projet de Smart City. Et aujourd'hui, on va donc se concentrer sur l'hybridation. Aujourd'hui, hybridation énergétique, c'était des photovoltaïques, le stockage et l'énergie éolienne. Mardi prochain, on va travailler avec le monde agroalimentaire, mais au sein de l'agroalimentaire, qui est un secteur très large, nous allons nous concentrer sur donc une alimentation donc bio et éco dans le cadre des cantines. Et le dernier sujet, ce sont les industries créatives. Les industries créatives vont nous amener à voir comment les technologies, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut les utiliser sur des secteurs traditionnels. Donc, on a les 4 thématiques. Alors, et 4 thématiques que l'on aborde par le biais des 4 réunions qui suivent le même schéma, c'est-à-dire un expert, tout d'abord un expert qui plante les décors et ensuite nous donnons la parole à des expériences, en fait, voir un peu quels sont les produits, quels sont les projets qui peuvent exister au sein des 3 territoires. Donc, je vous encourage à nous rejoindre le mardi prochain, le mardi d'après. Alors, je vais passer la parole à Beñat qui va nous introduire le premier exposé. Donc, c'est à toi, Beñat. Comme le disait Béatrice, nous nous intéressons au domaine de l'énergie. Et cela fait suite, donc, comme on disait, à une étude qui avait été menée par Orchestra pour la convergence des thématiques entre les 3 territoires.
Et dans cette thématique de l'énergie, nous allons nous intéresser en particulier à ce qui constituera le paysage de demain, hein, à savoir réussir à marier des sources d'énergie renouvelables différentes à travers cette hybridation énergétique. Par une adaptation justement en temps réel entre l'offre et la demande en énergie renouvelable, l'objectif est vraiment de réduire au maximum les pertes de production et d'anticiper justement ces besoins. Et c'est cette valeur ajoutée, hein, que l'on souhaite, au travers de Compét Plus, apporter au territoire transfrontalier par le travail en commun entre les 3 régions et regrouper ainsi autour de cette thématique les acteurs de cette filière et proposer les solutions de demain. Pour introduire donc cette thématique-là, nous avons choisi un expert que nous connaissons qui s'appelle Frédéric Perrin, et qui fait partie de l'Institut français des huiles végétales pures. Il a donc en tant que directeur, cet institut est basé à Agen et existe depuis 2003. Et ils se sont spécialisés en diversification énergétique décarbonée en filière courte. Si on peut, Leïlé, s'il te plaît, passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, cet institut travaille au niveau national et international et collabore avec une 30aine de partenaires pour justement produire ces conseils liés à la diversification énergétique. Alors, oui. Monsieur Perrin, vous allez pouvoir effectivement monter votre présentation et partager votre présentation dans quelques instants. Je vous signale que donc vous avez 15 minutes pour nous exposer on va dire la problématique, hein, vue de votre institut avec votre expertise. À la 14e minute, je viendrai vous signaler qu'il ne vous reste qu'une minute. Et pendant tout votre exposé, j'anime les participants qui sont sur ce webinaire à poser des questions au travers du chat. Nous pourrons, après votre intervention, vous faire quelques-unes des questions qui seront effectivement posées sur ce chat. Je vous cède la parole, Monsieur Perrin, et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Merci tout d'abord de m'avoir invité à cette présentation. Merci à la Chambre de commerce pour l'organisation de ces webinaires. Alors, présenter en 15 minutes le monde de l'hybridation énergétique, c'est assez compliqué. Je vais tenter de vous présenter de façon globale ce que nous, en tant qu'institut, nous essayons de monter comme filière d'approvisionnement énergétique et matière au sein des projets que nous gérons. Comme l'a dit Beñat, on intervient au niveau national et international. Et je pense qu'avant de commencer à définir ce qu'est l'hybridation, le principal aspect est de replanter le contexte énergétique dans lequel nous nous situons. À l'heure actuelle, vous le savez bien, nous avons énormément d'impacts, notamment en matière de changement climatique, dû principalement aux émissions de CO2 et de grosses problématiques concernant les pollutions dans les agglomérations urbaines notamment. De ces impacts-là en filigrane, bien évidemment, il y a la problématique de l'approvisionnement et du prix des combustibles, d'une façon plus globale, des produits énergétiques fossiles, avec en majorité le pétrole et tous les aspects techniques que ça peut revêtir. On se retrouve donc dans un contexte où il est important, voire primordial, d'économiser l'énergie, c'est-à-dire de ne pas dépenser ou de ne pas consommer lorsque nous n'avons pas besoin, et de changer le mix des énergies dites primaires, de façon à avoir aussi une capacité d'approvisionnement suivant les conditions dans lesquelles nous allons devoir consommer cette énergie. Bien évidemment, comme l'a souligné Beñat, réduire la part des énergies fossiles de façon à se découpler des produits carbonés et en parallèle développer les énergies renouvelables et leur multiplicité. Alors j'ai entendu l'éolien et le photovoltaïque qui sont, je vais dire malheureusement, ceux qui sont les plus connus, mais il y a pléthore de systèmes qui permettent de produire de l'énergie et aussi de le stocker. On se retrouve donc dans une nécessité de transition énergétique, mais surtout écologique. Alors, petit rappel quand même, l'hybridation, on va la retrouver principalement dans le vocabulaire courant, dans tout ce qui va concerner la motorisation, c'est-à-dire les véhicules. Olga en a parlé tout à l'heure sur le webinaire précédent. On va se retrouver à devoir
cumuler plusieurs types d'énergie, principalement thermique et électrique, pour pouvoir avoir une exploitation d'un véhicule. Bien évidemment, dans ces cadres-là, il n'est pas forcément évident de cumuler des énergies, puisque se posent les questions de la validité de ces énergies, dans les cas dans lesquels nous allons travailler, de leur rendement, est-ce que couplet va augmenter ou diminuer ces rendements-là, et puis bien évidemment leur coût et les impacts que cela peut générer sur l'ensemble de la valeur. Ainsi, il est obligatoire de créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur énergétique qui va se positionner en 3 points. Le premier étant la définition du besoin ou des applications sur lesquelles nous allons travailler. Le second plan est d'identifier, de caractériser les sources d'énergie, qu'elles soient primaires ou secondaires, de façon à répondre à ces besoins. Et dans un troisième temps, identifier et mettre en place les procédés nécessaires. Cette chaîne de valeur est primordiale puisqu'elle va permettre, in fine, de découpler les activités du domaine du carbone. Alors, dans ce cadre-là, on va se retrouver à devoir, dans la chaîne de valeur, identifier les besoins. Généralement, depuis plus de 15 ans, nous intervenons dans ces domaines-là, se pose la problématique de du dimensionnement des consommations et de la caractérisation de l'application. On a souvent constaté qu'il y avait des mises en place d'hybridation ou de diversification énergétique, ce qu'on appelle à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que l'on va prendre toujours le même modèle que l'on va essayer d'appliquer dans n'importe quelle condition. Il y a beaucoup d'erreurs techniques qui sont commises parce qu'il n'y a pas ou très peu de recours à des simulations dynamiques, c'est-à-dire à des systèmes qui vont permettre de comprendre et d'anticiper sur le fonctionnement réel, ou du moins le plus réel possible, des applications, et notamment via des simulations thermiques dynamiques concernant notamment les bâtiments. Le deuxième pôle, qui est l'identification des sources énergétiques disponibles, va devoir aussi prendre en considération le rayon géographique d'action, car à l'heure actuelle, et on le voit de plus en plus avec la crise Covid, on a recours aux filières courtes de façon à se détacher aussi des problématiques de transport de matière ou à des approvisionnements qui sont lointains et donc non maîtrisables. De ce fait-là, il y a une nécessité de caractériser le gisement de par sa qualité, de par sa quantité et sa disponibilité. Ce que j'ai intitulé aussi fréquence, c'est-à-dire de savoir si mon produit va pouvoir être disponible tout au long de ma consommation. De ce fait-là, on définit l'hybridation comme une conception d'un modèle qui soit technique, économique, environnemental et législatif. Lorsque l'on parle de chaîne de valeur, bien évidemment, on va partir d'une énergie primaire vers une énergie finale, une énergie utile. Cependant, il est à prendre en considération l'ensemble des pertes qui vont jalonner cette production, qui vont être des pertes de production, des pertes de transport et des pertes de transformation. Aussi, produire de l'énergie n'est pas simplement mettre une prise, mais définir clairement quels sont les usages, quelles sont les capacités que je vais avoir à consommer mon énergie, quelles sont les quantités dont vais-je avoir besoin pour fonctionner, à quel moment, est-ce un système continu ou discontinu, et comment vais-je faire pour pouvoir assurer cette consommation. Dans cette chaîne de valeur, il y a donc une nécessité d'identification, mais surtout un besoin d'anticipation, de façon à bien caler chaque élément, chaque bloc, chaque brique technologique qui vont constituer la chaîne de valeur énergétique. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de compléter le titre qui a été donné à cette intervention. Hybridation énergétique, oui, mais surtout stockage énergétique. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'on avait l'habitude, et on a toujours l'habitude, lorsque l'on a besoin de lumière, de chauffage ou de faire fonctionner un appareil, on a une prise de courant et on branche notre prise sur le secteur. Or, on s'aperçoit très nettement qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus besoin d'avoir une fluctuation dans la consommation, dans l'approvisionnement énergétique, et donc il y a une nécessité de stockage. Bien souvent, dans les projets que nous avons gérés et sur lesquels nous intervenons à l'heure actuelle, ce concept de stockage est pris en troisième position après l'approvisionnement et la consommation, et il devient névralgique de bien dimensionner ces stockages de façon à ce que lorsque le bâtiment ou l'unité de production de valeur va fonctionner, il peut y avoir des fluctuations qui vont être dues à des problématiques techniques, à des conditions climatiques, et de ce fait-là, la condition de stockage va devenir primordiale. Seulement, ce stockage doit être aussi conçu de façon à respecter plusieurs points. Le point technique, bien évidemment, pour qu'il y ait une durée de vie et des capacités suffisantes. Le point environnemental, de façon à ne pas déplacer le problème, c'est-à-dire on produit de l'énergie, certes,
Mais si la production d'énergie, entre guillemets, verte est stockée dans des conditions environnementales désastreuses, le bilan ne sera pas bon. La gestion de fin de vie, oui, parce que bien souvent, on dit, et je vais être un peu méchant avec certains intervenants du bloc précédent, mais la batterie, oui, la batterie est un moyen de stockage, mais si l'on regarde la composition de la batterie et la fin de vie d'une batterie, on s'aperçoit très nettement que le bilan là aussi peut être défavorable. Et puis, les deux aspects qui vont être pris en considération, le premier étant le domaine économique, combien va coûter mon système de stockage à l'achat, mais aussi à la maintenance. Et puis, tout le domaine législatif qui va regrouper la réglementation, la fiscalité et la sécurité. Ainsi, lorsque l'on va définir notre chaîne de valeur, depuis la source jusqu'au besoin, on va devoir, à chaque étape, se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux le faire et combien ça va me coûter? Et à ce moment-là, on peut très bien intercaler dans ces phases-là des systèmes de stockage ou de transfert qui vont permettre de conserver la majorité de l'énergie qui sera consommée à la fin. Pour un petit peu ouvrir sur des applications qui sont en fonctionnement, j'ai pris ici deux références que nous avons, qui sont des références bâtiments. On aurait pu très bien travailler sur le côté mobilité, mais étant donné le dernier webinaire, je n'ai pas vu me pesantir sur cette question-là. Le premier exemple est un ensemble de bâtiments qui est à Lyon, Lyon Confluence. Ce sont les bâtiments Icari qui ont été construits par Bouygues Immobilier avec qui nous avons collaboré avec Bouygues depuis 2011. Il s'agit de bâtiments répartis sur 3 îlots qui ont été conçus par le NEDO. Le NEDO, c'est l'équivalent de l'ADEME japonais. On parlait tout à l'heure du Japon, Olga, voilà pourquoi. Ce système de gestion de bâtiments qui regroupe des logements, des bureaux et des commerces est totalement alimenté en énergie par de la cogénération, c'est-à-dire de la production simultanée de chaleur et d'électricité. Cogénération qui fonctionne en 100% en huile de colza, qui est produit à 60 km du point de consommation, avec des stockages par eau chaude sanitaire en ballon de très grosse capacité, de façon à conserver les calories lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Un recours à de la géothermie par nappe, de façon à aussi, par un groupe froid absorption, dégager les équivalences nécessaires à la consommation et à la régulation thermique de l'ensemble des bâtiments. Et puis des panneaux photovoltaïques pour l'approvisionnement électrique. En matière de stockage, ce projet, enfin, qui est plus qu'un projet parce qu'il a été livré en 2016, est très très intéressant puisqu'il cumule plusieurs technologies, notamment des super accumulateurs qui ont été définis par Toshiba, et puis des piscines qui sont remplies de matériaux à changement de phase pour le stockage des calories en trop sur les productions. Je vous engage à regarder de plus près ce bâtiment, enfin cet ensemble de bâtiments qui est vraiment, pour moi, au niveau technique, un aboutissement de tout ce qui peut être mis en place pour de l'hybridation énergétique et du stockage. Autre exemple, beaucoup plus récent, puisqu'il s'agit du projet LUMA sur Arles, projet assez pharaonique, mis en place par la fondation LUMA, fondation privée, sur laquelle nous intervenons depuis 5 ans maintenant, où nous avons ici travaillé très en amont sur la conception du système énergétique. Le concept même énergétique a été défini par un bureau allemand, Transsolar, qui a défini l'obligation de mettre en place de la cogénération en huile végétale. La problématique, c'est que les dimensionnements et le concept même de consommation énergétique ont dû être revus, notamment par de la simulation thermique dynamique, où nous sommes arrivés à avoir mis en place 2 groupes de cogénération de 150 kW électriques qui vont consommer au total un peu plus de 550 m3 par an d'huile, qui ont été répartis en 2 utilisations, enfin en 2 productions, de l'huile végétale pure et de l'huile alimentaire recyclée, de façon à couvrir l'ensemble des besoins. En complément, panneaux solaires ont été installés à peu plus de 2000 m2, et puis des systèmes qui sont envisagés de stockage d'énergie sous forme de batteries haute performance, mais aussi potentiellement de production d'hydrogène. On a sur ce projet-là, qui va devenir le premier centre européen de conception, de présentation et de stockage d'œuvres d'art, un système qui se veut en net zéro, c'est-à-dire le plus approchant de la non-production de CO2 et de carbone. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir
respecter le temps. Je n'ai pas eu le gong de la minute d'Olga, donc je pense être c'est parfait. dans les temps. Effectivement, il reste 2 minutes, donc vous avez été super efficace. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, j'avais juste, vous l'avez évoqué à la fin, sur l'hydrogène, qui est un terme qui, en ce moment, est très employé par les différents gouvernements et dans les différents territoires. On parle d'hydrogène gris, d'hydrogène bleu, d'hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit point là-dessus sur la réalité de ces différents niveaux sur nos territoires, enfin sur nos territoires de la connaissance que vous en avez, et sur l'importance peut-être de l'hydrogène dans l'hybridation énergétique en général? Alors, déjà, le terme d'hydrogène est à prendre avec parcimonie, puisque c'est un vecteur, c'est-à-dire que c'est un moyen de transférer de l'énergie. Ce n'est pas une énergie in fine. Lorsque l'on parle de l'électricité, c'est ce que vous voyez lorsque vous allez mettre votre prise sur le secteur et qui va vous fournir, ce que je disais tout à l'heure, de la lumière, de la chaleur ou faire fonctionner un appareil. L'hydrogène est un moyen, entre guillemets, simple et efficace de pouvoir transférer de l'énergie sous une forme qui va être transportable. Et je reprends l'exemple qui a été donné tout à l'heure avec les vélos à assistance électrique de chez Pragma, où l'hydrogène va permettre de produire de l'électricité via une pile à combustible. Donc, on a un système qui va permettre de stocker en grande capacité de l'énergie, puisque la grosse problématique que l'on a, quelles que soient les énergies que l'on va utiliser, que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydraulique, de la biomasse et autres, c'est comment vais-je faire pour pouvoir condenser le maximum d'énergie pour pouvoir l'utiliser quand j'en aurai besoin. C'est une forme de stockage. Alors, c'est vrai que l'on parle d'hydrogène gris, bleu, vert, et j'en passe et des meilleurs. L'hydrogène vert, généralement, provient de ce qui va être l'électrolyse de l'eau, avec des problématiques dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais qui va permettre de produire un hydrogène assez pur pour des besoins de production majoritairement électrique. L'hydrogène gris, à contrario, est l'hydrogène qui est produit par notamment du réformage de gaz, c'est-à-dire que l'on va chercher notamment du méthane, qui est le gaz le plus riche en hydrogène, que l'on va fractionner pour récupérer l'hydrogène. Donc, on est encore là sur des productions qui sont issues du domaine pétrolier et dans lesquelles il faut se détacher de plus en plus. Oui, autre question également. Là, on a vu la présentation de 2 exemples. Un notamment qui est plutôt sur une nouvelle réalisation, un nouveau bâti, immense d'ailleurs. Et le deuxième qui n'est pas beaucoup plus petit non plus, hein, qui est grand, mais qui est plutôt dans un processus de rénovation. Pour vous, cette partie d'hybridation énergétique va plutôt concerner des nouvelles rénovations ou va pouvoir s'appliquer aussi à l'ancien? L'hybridation va pouvoir s'appliquer dans les deux cas, et c'est ce qui est intéressant. On a une question d'adaptabilité des technologies qui est pour moi obligatoire, mais les systèmes, les briques technologiques existent, elles sont efficaces, elles sont efficientes, et on peut très bien les appliquer sur les nouvelles conceptions que sur les réhabilitations. Et ces réhabilitations ou nouvelles conceptions sont valables dans le domaine du bâtiment, mais aussi dans la mobilité. On travaille notamment avec des sociétés qui font de la réhabilitation de véhicules pour les passer du domaine thermique au domaine électrique. Donc, on a une capacité à faire de l'hybridation sur tout système. Encore faut-il que ces systèmes-là soient bien conçus, c'est-à-dire que l'utilisation de l'énergie soit rationnée et rationnelle. D'accord. Juste sur cette transition, puisque là, on n'a pas toujours, disons, des énergies renouvelables disponibles pour pouvoir aller vers ce modèle vertueux d'hybridation énergétique. Comment, justement, vous voyez cette transition entre l'existant énergétique et ce qui sera petit à petit, va s'imposer comme un modèle dominant pour la gestion énergétique? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément recours à des énergies dites vertes ou renouvelables dans le sens où l'on va travailler avec la biomasse, l'éolien, etc. On ne va pas tous se balader avec une éolienne dans le dos pour pouvoir avancer, ça c'est clair. C'est là ce qui est intéressant et ce que je mentionnais dans l'une des diapositives, c'est l'identification des gisements. Sur un territoire, il faut bien se rendre compte qu'il y a des matières en fin de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la post-consommation ou de la post-production, qui peuvent devenir des matières premières dites secondaires, à but énergétique ou à but de formulation de matière, pour d'autres entreprises. Et c'est cette synergie qui est intéressante de monter de façon à pouvoir rentrer sur le domaine de la transition énergétique
et écologique en créant des maillages sur un territoire, de façon à ce que le flux de matière et d'énergie soit le plus complet possible. On travaille à l'heure actuelle avec de nombreux organismes sur les valorisations, puisqu'on parle là de valorisation, de certains déchets qui ne présentent pas d'intérêt pour les producteurs de ces déchets, mais qui pour d'autres vont devenir une véritable source énergétique. Il est important dans ce cadre-là de bien dimensionner le type de gisement, c'est-à-dire bien le caractériser sur les plans physico-chimiques et structurels, de façon à pouvoir adapter le procédé de transformation qui va permettre de générer suffisamment d'énergie pour les besoins. D'accord. Une toute dernière question. Ces technologies d'hybridation peuvent-elles être adaptées aux maisons particulières? Est-ce que ça s'adapte? Pardon, je n'ai pas entendu toute la question. Est-ce que ces technologies d'hybridation peuvent-elles être adaptées aux maisons particulières, aux particuliers? Oui, elles peuvent être adaptées. Alors, la problématique, c'est que dans un temps reculé ou dans une ancienne vie, il y avait une possibilité d'avoir des petits modules de production d'énergie indépendante. Il faut savoir que depuis 2017, l'autoconsommation énergétique est autorisée en France. Donc, on est en capacité d'adapter les systèmes. Alors, il y a des tailles à respecter pour avoir, là encore, des capacités de rendement suffisantes, mais il y a des capacités à s'auto-approvisionner en énergie, à auto-consommer sa production, et de ce fait-là, de devenir quasiment autonome en matière énergétique. Merci Frédéric Perrin pour votre participation. Merci à vous. Donc on poursuit. Je passe la parole donc à Béatrice pour la partie Navarre. Muy bien, pues muchas gracias, Frédéric. Merci Frédéric, merci. Vraiment, votre intervention a été vraiment très intéressante. Nous allons voir quelques exemples côté sud. D'ailleurs, nous allons passer la parole au représentant de Acciona. Je pense que c'est une société que vous connaissez tous qui travaille dans le monde de l'énergie renouvelable. Et nous avons Michael Soro qui est le directeur des projets d'innovation technologique. Alors, merci de nous accompagner aujourd'hui, Monsieur Soro. Il va nous présenter quelques exemples, quelques projets. Un tout premier projet qui va nous voir en fait l'installation des panneaux photovoltaïques tout autour d'une tour éolienne et ensuite une installation photovoltaïque donc flottante. Une installation photovoltaïque flottante. Donc, c'est en plus, Michael, tu peux partager ton écran. Vous avez toujours le chat pour qu'à la fin de l'intervention de Michael, en fait, il puisse répondre à nos questionnements. Bonjour, bonjour, bonjour. Génial, así se ve bien, muy bien. On voit, ça y est. Alors, bonjour. Je m'appelle Michael Soro. Je travaille donc à Acciona. Je me charge donc des projets technologiques au sein des Acciona. Avant de vous présenter les différents projets, je tenais quelque part à planter le décor, voir un peu qui nous sommes. Et la division d'énergie d'Acciona, nous sommes une green utility 100% renouvelable. On a toujours travaillé des technologies donc renouvelables. Alors, le portfolio de la capacité de production que nous avons, donc au-delà de 10 000 mégawatts, donc 10 gigawatts, et notre portfolio fondamental, le 80% en fait provient de la production éolienne, car c'est une technologie qui est la des plus anciennes que nous ayons développées au sein de notre société. Actuellement, ces données, c'est 31, à l'horizon 31 décembre 2019. Donc, quelque part, en fait, ce sont des données un peu anciennes. Ensuite, nous avons la technologie photovoltaïque avec plus de 1100 mégawatts, avec une production qui se développe à une bonne, assez rapidement. Nous sommes présents sur les 5 continents, sur plus de 20 pays, avec des installations renouvelables où nous produisons de l'énergie propre. La troisième technologie, c'est la technologie hydrolienne, en fait, avec 800 mégawatts que nous retrouvons donc en Espagne, surtout au niveau des Pyrénées
et au nord de l'Espagne, aux Asturies et dans la Provence et Cantabrie. On a aussi un site thermosolaire aux États-Unis avec 64 mégawatts et on a trois installations de biomasse donc pour des déchets agricoles pour créer de l'électricité avec une production totale de 61 mégawatts. Les trois sites sont en Espagne. Alors, je vais vous présenter deux projets un projet d'hybridation donc solaire, photovoltaïque et éolienne, donc production éolienne, et ensuite un autre projet solaire photovoltaïque, mais qui par la suite nous allons donc le hybrider avec d'autres technologies, donc la production donc hydrolienne. Donc, Ebreña, il s'agit donc de recouvrir avec des panneaux photovoltaïques sur la tour de leur générateur. Ce qui veut dire qu'en fait, cette module doit être souple de manière à que l'on puisse donc donc on puisse les coller donc à cette tour. Il s'agit donc de couvrir la consommation, il s'agit donc de produire pour le système donc secondaire de la tour. Quand il n'y a pas assez de vent, donc cette tour le système de contrôle donc sont en activité. Donc, il y a des systèmes qui regardent la turbine en fait qui doit être orientée dans la direction du vent pour que si on commence donc à avoir suffisamment un vent à la bonne vitesse, donc il commence à se mettre en place. Donc tous ces systèmes auxiliaires donc actuellement sont connectés au réseau, c'est-à-dire que la tour en fait dépend du réseau. Et alors, c'est une consommation d'énergie qui n'est pas renouvelable, étant donné que le réseau a un mix et que pour le cas de l'Espagne, a un pourcentage donc d'énergie renouvelable produite sur d'autres sites, et la consommation. Mais cette consommation auxiliaire ne provient pas donc d'un réseau que l'on peut appeler propre. Avec ce projet, on va aller vers une tour suffisante et qui puisse être 100% renouvelable. C'est-à-dire qu'à partir du moment toute la consommation en fait provient donc de la génération, c'est-à-dire donc de ces panneaux que l'on a avec lesquels on a recouvert. Et quand il n'y a pas de production donc éolienne, dans ce cas-là, euh, on- donc, enfin, quand la tour fonctionne, donc les systèmes auxiliaires dépendent de la tour et quand la tour ne fonctionne pas, dans ce cas-là, c'est les panneaux. Alors, la puissance installée est de 9,36 kilowatts pic et ce sont des modules organiques de technologie photovoltaïque organique pour la tour. Et la tour, en fait, fait 80 mètres de hauteur et on a couvert 50 mètres orientés vers le sud avec 120 modules organiques. La puissance totale est, telle que je vous l'ai dit, est de 9,36 kilowatts pic. Et étant donné que l'orientation alors, les panneaux orientés vers le sud, il y en a certaines qui produisent plus le matin et d'autres qui produisent plus l'après-midi. On a créé deux espaces différenciés d'un point de vue électrique. Donc, il y a une partie sud-est et une partie qui est orientée ou qui est sud-ouest. Et chaque partie, chaque élément donc, est composé par 60 modules avec une puissance de 4,68 kilowatts qui alimente un investisseur. La longueur totale des panneaux font les 50 mètres de hauteur de la tour. La technologie des modules, technologie choisie est une technologie héliosol. C'est un module qui est très léger, qui est souple avec donc un col et qui nous a permis quelque part de les placer sur toute la tour. La puissance nominale de chaque panneau est de 80 watts avec des dimensions de presque 6 mètres sur 30 centimètres et 1 millimètre d'épaisseur. Et chaque panneau a 24 cellules connectées en série avec un poids assez faible
pour pouvoir un poids faible pour pouvoir les installer sur des façades et pour pouvoir les installer dans tout projet d'hybridation ou d'efficacité énergétique. En plus de cette technologie d'Eliatech, il y en a d'autres, donc de photovoltaïque souple ou flexibles, même si ces technologies sont un peu plus chères et ne sont pas suffisamment mûres. Si nous les comparons donc à des systèmes à base de silice que l'on retrouve sur le marché. Mais nous espérons que tous ces systèmes vont continuer donc à se développer et que ces systèmes seront plus efficaces, plus efficients et plus concurrentiels. Donc, on a un système de contrôle pour l'installation et avec 4 éléments qui vont nous permettre d'analyser le réseau, enfin de voir quelle est la puissance de ce système, l'énergie que l'on remet donc au réseau si la tour est arrêtée. On a 2 systèmes pour convertir l'électricité et qui permet de transformer et passer de l'énergie continue à alternative, donc alterne. Alors, on a deux systèmes d'urgence pour arrêter l'installation. Un SCADA, c'est un système qui est connecté à Secoer et qui nous permet de revoir tout ce qui se passe au niveau de l'installation à tout moment. En guise de conclusion, je peux vous dire que l'hybridation solaire sur les tours est économiquement faisable. C'est vrai que les choses doivent encore s'avancer. Il faut que l'on travaille les coûts de ces panneaux photovoltaïques flexibles. Ces modules facilitent l'installation au niveau des tours, au niveau des mâts. Donc, on n'a pas besoin de les placer sur le sol. On ne consomme pas du foncier. Les systèmes auxiliaires pendant la journée, quand il y a du soleil, en fait, on arrive à tirer tous nos besoins à partir de là. Pendant la nuit, on est en train d'analyser la possibilité de pouvoir installer quelques batteries de manière à stocker l'énergie produite pendant la journée. Et l'on voit qu'on augmente la production éolienne étant donné que l'on va réduire notre consommation auxiliaire. Une consommation auxiliaire dont on a bien besoin pour le travail de turbine. C'est un type de hybridation sur le point ou installé sur l'équipe de génération d'énergie, mais on est aussi en train d'analyser l'hybridation des parcs donc couplés à des installations photovoltaïques sur les sites photovoltaïques. Mais l'hybridation se fait sur le point de connexion du parc au réseau. Cette type d'hybridation en fait permet de partager donc toutes les infrastructures de connexion au réseau, le système de transformation, le système de mesure et qui sont liés juste au moment où l'on verse toutes ces énergies au réseau. On augmente donc les heures de production de l'installation étant donné qu'on va hybrider deux systèmes éoliennes et photovoltaïques à un point. On augmente le nombre d'heures de production et quelque part le système, cette hybridation est plus efficiente. Cette hybridation, en fait, on a en Espagne, en fait, on vient d'avoir l'autorisation. Il y a eu un changement réglementaire et actuellement, on est en train d'analyser nos différents parcs pour voir où est-ce qu'on va pouvoir installer où est-ce qu'on va pouvoir installer une installation photovoltaïque. Ensuite, un site flottant, c'est un système qui est connecté au réseau. C'est le premier système en Espagne. Ce type d'installation, en fait, ont commencé donc à se développer surtout pour l'irrigation sur des espaces d'irrigation ou sur des lacs d'irrigation. Et c'est pour une installation pour des usages électriques. Alors, ce système va nous permettre d'analyser différentes solutions thermiques. Nous l'avons installé sur un barrage
à Cáceres et c'est une installation qui est toute neuve et elle va nous permettre d'analyser différents types de flotteurs, différents systèmes de conception des panneaux photovoltaïques dans l'idée de voir quelles sont les technologies les plus adaptées et les plus efficaces pour développer cette niche, c'est-à-dire la photovoltaïque flottante. Alors, c'est un système qui a un plus fort rendement étant donné qu'on réfrigère les panneaux. On utilise des surfaces un foncier, un foncier qui est libre, quoi que l'on utilise, c'est l'eau. C'est facile à installer, on réduit l'évaporation de l'eau et on évite donc la croissance des algues ou l'apparition des algues dans ce type de barrage et ça cohabite parfaitement avec la faune. Dans notre projet, on a évalué 5 domaines différents, des modules à double face ou à monoface. Donc, les modules à double face ont une marge de développement marge assez importante étant donné qu'ils permettent donc de produire ou capter de l'énergie de deux côtés de panneaux, c'est-à-dire de deux faces. À Sierra Brava, nous avons analysé 3 domaines différents avec des modules à double face. Tout d'abord, on a installé donc le panneau à 90 degrés de manière à que les panneaux reçoivent les mêmes rayons de deux côtés, de deux faces. On les a inclinés à 45 degrés et ensuite, on a aussi testé l'inclination à 30 degrés. Nous les avons orientés vers le sud pour l'inclinaison. Donc, la surface, donc l'arrière du module reçoit la radiation qui vient, qui se reflète sur l'eau et qui se reflète aussi sur les structures de flottation. Pour les structures à une seule face, on a testé une inclinaison à 5 degrés et une autre inclinaison à 15 degrés. Une minute. Bon. Alors, les capacités est de 1,1125 MW pic avec ces 5 domaines, ces espaces donc en flotation et chaque espace a on a testé les différents systèmes de flotteurs. Et là, maintenant, nous allons voir une vidéo pour que vous qui va hermana naturaleza, sostenibilidad y vanguardia tecnológica. Un demostrador tecnológico que permitirá testar diferentes soluciones técnicas para su futura aplicación en plantas comerciales en todo el mundo. 3.000 módulos solares se distribuyen en 5 sistemas flotantes que ocupan una mínima parte de la superficie del embalse y suman más de 1 megavatio de potencia. Un proyecto que favorece la preservación del entorno natural. Islas flotantes y cajas nido favorecerán la nidificación de las aves y se estudiará su interacción con la planta. La fotovoltaica flotante es una tecnología emergente en clara expansión a nivel global. Entre otras ventajas, no compite con usos agrícolas, permite un mayor rendimiento, reduce la evaporación del agua y la proliferación de algas y es hibridable con otras tecnologías como la hidráulica. Pero, sobre todo, genera energía limpia y sostenible para proteger el planeta, nuestro único hogar. Muy bien. Merci. ¿No, Miquel? Merci, Michael. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Estupenda. Bueno, mientras, no sé si alguien Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez de questions? no sé si nos puedes contar, Miquel, Alors, est-ce que tu peux nous raconter, Michael, es el forrado, digamos, de ce recouvrement des tours avec ces panneaux photovoltaïques? Alors, c'est uniquement pour
c'est pour c'est des nouvelles tours ou est-ce qu'on peut recouvrir tout un parc existant installé? Le projet que je vous ai présenté est un travail qui a été réalisé sur un parc qui existait. Donc, on peut le faire. On peut le faire par la suite, c'est-à-dire on installe le parc tout d'abord et ensuite on peut le recouvrir. Donc d'ici peu, on peut voir toutes ces tours recouvertes dans un certain avenir. Oui, c'est une option de revoir ces tours recouvertes. Et ensuite, l'autre option est donc d'installer ces panneaux donc sur le sol à côté du parc éolien et partager donc tous les systèmes de connexion au réseau. Alors, dans le deux cas de figure, on peut ou le faire en simultané, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on installe le tour, on peut installer les panneaux photovoltaïques ou par la suite. Et d'ailleurs, le décret d'hybridation qui vient d'être publié en Espagne, en tout cas, nous permet, ou on est en train d'analyser des parcs ou sur quel parc on a suffisamment de soleil pour pouvoir construire une installation photovoltaïque qui soit couplée au parc éolien. Et concernant ces parcs sur des barrages, de ces parcs qui flottent, en fait, qui flottants, où se trouve le marché, le marché pour ces installations, sur ces installations flottantes? Je crois que le marché est énorme. C'est vrai que pour l'instant, c'est une niche, mais quelque part, c'est un marché qui est énorme car actuellement, il y a énormément de barrages, beaucoup de lames d'eau, donc un peu sur nos espaces. Et c'est vrai que et on occupe peu de surface de toutes ces installations aquatiques. On pourrait, par exemple, couvrir des canaux d'irrigation et pour éviter l'évaporation, on peut aussi utiliser des flaques contaminées, toutes les eaux de lavage des mines, c'est-à-dire c'est de l'eau contaminée que l'on ne peut pas utiliser, donc on pourrait les recouvrir. Et je crois que c'est d'ailleurs en Asie, on le retrouve ainsi. C'est vrai que c'est un espace où cette technologie se développe énormément. On retrouve beaucoup d'installations avec 70 mégawatts, etc. Donc, je crois que ce cas a des bonnes perspectives d'avenir. Dernière question. Oh, est-ce que vous avez une certaine expérience en ville ou sur des quartiers? Est-ce que vous avez réalisé quelques hybridations dans ce sens ou est-ce que vous envisagez de le faire en ville ou dans un quartier, couvrir un quartier? Oui, à Acciona, on travaille aussi la génération distribuée, c'est-à-dire générer de l'électricité pour couvrir aussi bien les besoins de l'industrie, et couvrir les besoins des zones industrielles, des quartiers, etc. Et pour ce faire, donc, en fait, on installe des installations pour la autoconsommation à partir donc de photovoltaïque couplées avec le stockage. Pour l'instant, on n'est pas en train de les coupler avec d'autres technologies. On pourrait aussi installer des systèmes thermiques ou les connecter donc avec des panneaux pour capter la chaleur, mais les coupler avec éoliennes ou mini-éoliennes, pour l'instant, on n'est pas en train de les voir. On retrouve donc des installations pour la consommation, autoconsommation, donc couplées avec le système de stockage. Merci, Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va continuer avec notre réunion. Olga va nous présenter les prochains intervenants. Merci, Michael. Merci, Béatrice. Nous allons maintenant passer la parole donc à un représentant du Pays Basque Sud avec deux sociétés. Tout d'abord, nous allons écouter Repsol et ensuite, nous allons passer la parole donc à Iñaki Fernandez. Repsol
Je crois que vous n'avez pas besoin de vous présenter Repsol. Repsol est une société du secteur énergétique, aussi bien dans ce qui est la production, le transport du gaz et du pétrole. Repsol est actuellement un groupe qui, depuis un certain temps, travaille dans le domaine des énergies renouvelables, est en train de travailler la transition énergétique. Alors maintenant, nous allons passer la parole à María Dolores Cárdenas Almena, qui est docteur et qui travaille actuellement dans la transition énergétique au sein de Repsol. Elle est la responsable de toute la ligne de produits à faible empreinte de carbone. Étant donné que vous allez être deux à représenter la réalité du Pays Basque, tu as 10 minutes pour pouvoir en introduire et pour nous décrire votre travail. Tu vas partager ton écran, tu vas donc nous présenter le travail réalisé par Repsol dans la transition énergétique et au sein de produits, ou le travail que vous réalisez pour des produits à faible empreinte énergétique. Donc, bon, tu as 10 minutes. Alors, c'est à toi. Merci, Dolores. Merci. En premier lieu, merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, une journée qui va me permettre de vous présenter notre vision de cette transition énergétique. Je voudrais démarrer par quelque chose que vous connaissez tous, c'est-à-dire le défi de la décarbonisation, c'est-à-dire le défi lié aux émissions de CO2 et que l'on doit donc réduire et de manière à arriver à être neutre en 2050 selon l'Union européenne. Alors, il y a différents secteurs qui apportent donc du CO2. Ça, c'est de la photo de 2017 où donc des producteurs importants est le transport, mais le transport n'est pas le seul et il y a d'autres qui interviennent. Et quelque part, en fait, c'est en fait nos clients, pour ainsi dire. Repsol est en train de transformer. Nous venons de produire ou de traiter donc du pétrole comme étant donc une source. On produit le gaz et on fait donc cette transition, nous amène donc à utiliser des matières premières renouvelables, utiliser de l'électricité renouvelable, de l'hydrogène pour donner service donc à nos différents clients, surtout dans le monde de la mobilité. Alors, maintenant, je vais me concentrer donc à comparer les différentes options et comment les différentes sources d'énergie donc viennent se compléter pour arriver à être neutre en production de CO2 en 2050. Neutre, ça veut dire que l'émission et la capture, en fait, cette émission capture doit être un résultat neutre. Alors, je vais vous comparer trois solutions ou trois et qui, avec l'électrification, mais on va se concentrer sur ces trois solutions pour les comparer et ensuite on va voir l'impact. L'hydrogène, donc, est avec l'énergie l'électricité renouvelable pour faire donc des électrons et pour faire des véhicules, pour alimenter des véhicules avec des piles et sans émission de CO2. Mais il y a d'autres options qui nous permettent au lieu d'utiliser l'énergie, en fait, on fait de l'hydrogène renouvelable comme élément donc intermédiaire à partir donc de la matière végétale qui a capturé le CO2 de l'atmosphère et qui a capturé les déchets circulaires et que l'on va transformer pour obtenir un combustible que l'on va pouvoir utiliser sur des moteurs à combustion. Dans ce véhicule, il va y avoir donc une combustion qui va émettre du CO2, mais c'est du CO2 reémis qui a été donc capturé par le végétal.
Alors, on arrive donc à un bilan neutre en émissions de CO2. Et la troisième option qui nous permet donc d'utiliser cette énergie électrique renouvelable est la production donc des éléments combustibles synthétiques. On utilise l'hydrogène renouvelable, on capture du CO2, on va donc faire des combustibles semblables donc aux combustibles actuels, mais à partir d'une origine renouvelable. Ce combustible va être brûlé dans le moteur avec une réémission de CO2. Mais c'est une réémission donc d'un CO2 que l'on a capturé pour pouvoir produire le combustible synthétique. Donc, on arrive ainsi à un bilan neutre en CO2. Alors, ce sont les options qui nous paraissent les plus intéressantes, ainsi que l'énergie électrique. En fait, tout va se coupler de manière à pouvoir décarboniser le segment. Mais il faut travailler les différentes étapes, c'est-à-dire la production, il faut travailler le transport jusqu'au point de consommation. On va voir comment est-ce que l'on charge sur le véhicule et l'usage sur le véhicule. Et il faut analyser toutes ces étapes de la chaîne de valeur et voir les investissements dont on aura besoin. Et c'est ainsi qu'on saura les défis que l'on va devoir surmonter. On va comparer les deux options que l'on voyait au préalable, c'est-à-dire des combustions circulaires à partir des déchets, donc des déchets végétaux, et des combustibles synthétiques, l'hydrogène et l'électricité pour les batteries. Alors, je vais souligner les éléments dans la chaîne de valeur qui vont nécessiter d'autres investissements ou de renforcer donc les investissements donc sur un niveau de la chaîne, sur un maillon. Si l'on regarde donc les parties donc des déchets, on aura besoin donc d'autres investissements pour produire de l'hydrogène ou comment renforcer l'électricité pour la mobilité. Pour la partie transport jusqu'au point de consommation, alors ces combustibles sont compatibles avec les oléoducs et on va déplacer, on aura besoin donc des investissements au niveau du transport. Pour l'hydrogène, on en aura besoin pour l'hydrogène de renforcer le réseau. Il va falloir aussi que l'on renforce le réseau électrique. Et quand on charge sur le véhicule, les points donc, les points de recharge, en fait, seront installés sur les stations-service actuellement. Donc, on n'aura pas trop besoin donc, des installations de modifier, car tous ces éléments de combustible, en fait, vont déplacer les actuels. Et il va falloir que l'on installe, par contre, des points de recharge d'hydrogène et des chargeurs électriques. Et au niveau des véhicules, ces combustibles sont compatibles avec le moteur. Il faudra introduire quelques petits changements, mais ce sont des combustibles qui sont compatibles avec les moteurs actuels et avec des futurs développements en termes d'efficacité et pollution. Mais par contre, au niveau de l'hydrogène, ces véhicules à piles, pour utiliser l'hydrogène, il va falloir que ces piles soient de plus en plus présentes sur le marché, de même que la question des batteries. Donc, une question qui effectivement, donc ce sont des systèmes qui existent et qui sont déjà présents. Donc, on a besoin de faire une réflexion et il faut faire une étude pour savoir, il va falloir que l'on investisse pour tenir et pour calculer le coût final de l'énergie en fonction des options analysées. Toutes ces options seront complémentaires, seront nécessaires et donc des systèmes qui vont arriver à différentes applications. Là, je compare les émissions donc des gaz à effet de serre. Alors, on compare donc le véhicule batterie avec le moteur à partir des déchets, moteur thermique à partir donc des fuels et ensuite la pile de combustion et les combustibles à hydrogène. Donc ici,
On voit l'émission donc des gaz à effet de serre dans tout ce qui a trait à la fabrication de véhicules. Un peu plus clair, on voit l'émission dans ce qui est la fabrication de la batterie. Il s'agit donc d'une batterie avec une autonomie de 500 km. Batterie que l'on applique à cette option et que l'on applique aussi à la pile de combustion à hydrogène pour ce véhicule à pile de... Alors, ça, c'est l'émission dans la fabrication de la pile à combustion. On assume qu'en 2030, on va utiliser de l'énergie renouvelable, totalement renouvelable pour cette option de batterie et pour produire l'hydrogène renouvelable sur les combustions synthétiques et sur les résidus auront donc une empreinte d'un 80%. Donc, en fait, l'empreinte sera uniquement sur la pile de combustion. Et ensuite, la dernière étape, c'est un peu la fin de vie. On voit que l'option qui réduit les émissions des gaz à effet de serre, donc la meilleure option, ce sont les combustibles synthétiques. Ensuite, on a les combustions donc circulaires à partir des déchets et l'hydrogène. Et là, le système le plus pénalisé est celui-ci est quelque part lié à la fabrication de la batterie. Mais nous croyons que au fur et à mesure que le mix électrique dans les pays où ces batteries sont fabriquées, au fur et à mesure donc qu'il va y avoir une décarbonisation, ces pays-là vont réduire donc les émissions en fin de vie et de manière à que les émissions donc en fait soient durant l'utilisation en fait soient comparables. Je vais conclure. Il y a donc juste pour vous montrer qu'il y a des options pour décarboniser les combustibles liquides. Et en fait, c'est tout à fait compatible avec les véhicules actuels et l'infrastructure peuvent nous permettre donc de combler nos besoins. En fait, peuvent être ces combustibles zéro émission. En fait, on peut les appliquer pour des transports à de longs parcours et avec on a un potentiel illimité de production. Je m'arrête là. Merci, Dolores. Alors, on dirait que Repsol est en train donc est en train de travailler uniquement on dirait que vous ne travaillez que la mobilité, mais est-ce que vous avez pensé à travailler dans d'autres domaines, le logement ou la construction? Il y a les autres participants, en fait, ont parlé aussi d'autres secteurs où l'on pourrait donc appliquer l'hybridation. Est-ce que vous travaillez sur d'autres secteurs du marché? Oui, c'est vrai il est évident qu'il faut avoir une vision générale. C'est vrai qu'on a travaillé de la mobilité parce que c'est donc la partie la plus importante de notre négoce. Mais on travaille aussi la production d'électricité à faible empreinte. On travaille aussi la fabrication de composantes. En fait, c'est un travail global. Alors, notre objectif, en fait, est d'avoir un bilan neutre et cet objectif, quelque part, nous amène à retravailler dans tous les domaines. Électricité, aussi bien pour les particuliers que par la construction, les zones industrielles. Alors, qui sera votre client final? On travaille des différentes applications. Le cas de la mobilité, et c'est vrai on travaille depuis longtemps dans ce qui est l'approvisionnement de points de recharge de points en public, privé. Nous sommes une entreprise globale et, euh, et on a cette approche globale. Encore une autre question. Ces combustibles synthétiques peuvent être utilisés sur des chaudières, sur d'autres éléments? Oui, effectivement, sur des brûleurs aussi. Pour la production des combustibles clairs, propres, on a la même chaîne on a la même chaîne de distribution qu'actuelle. En fait, on a une distribution assez proche à la nafta, au kérosène
et on a toutes les étapes. On couvre les on couvre le même acheminement actuel, mais à partir des énergies renouvelables. Alors, merci Dolores, merci. Alors, depuis le Pays Basque, on a voulu aussi donner la parole à une société FNX qui on va présenter la parole à Iñaki Fernandez. Alors, cette société travaille sur le gaz, production de méthane et travaille sur l'hydrogène vert. Alors, ce sont des énergies qui nous intéressent, hein, qui intéressent notre projet. Et FNX travaille avec le cluster d'énergie du Pays Basque, fait partie d'un groupe de travail. Donc, sans plus, Iñaki, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes un peu ton activité. Et tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. Donc, c'est ton tour. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci, Olga. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter nos services et nos produits. Je m'appelle Iñaki Fernandez. Je suis le directeur industriel de FNX. FNX, c'est une société qui a été constituée en 2014. Nous faisons partie du groupe Centauro. Et depuis le début, nous nous sommes concentrés sur l'industrialisation des sites pour liquéfier le gaz naturel à petite échelle. En 2019, avec le groupe RAM et donc l'entrée dans notre actionnariat. Donc, on a diversifié nos produits. Je pense que Han, vous le connaissez, c'est une entreprise qui a été constituée en 1986. Nous faisons donc du gaz, ils font donc des gaz véhiculaires. Donc, actuellement, nous avons plus de 60 sites pour les gaz naturels liqués, 300 sites donc satellites de regasification et donc toute une flotte de camions. Axinité Énergie a été constituée par Laurence Molke avec plus de 25 années d'expérience dans la gestion des entreprises et les finances énergétiques. En fait, nous, on a travaillé donc à la liquéfication du gaz naturel. En 2019, on a commencé avec le développement des installations de biogaz, la transformation biogaz et biométhane et actuellement, on est en train de travailler la création d'hydrogène vert. Alors, tous nos produits, en fait, sont assujettis donc au même prérequis. Là, c'est le modèle NVC 2000 qui est aux États-Unis. Donc, vous voyez que c'est une constitution plug and play. En fait, tous les éléments, donc en fait, alors, cette site, en fait, a été testé dans nos installations à Artean. Alors, moi, je ne vais pas donc me concentrer sur la méthode ou sur le procédé, mais je voudrais vous expliquer donc par contre nos sites. Là, nous avons deux circuits. On a le circuit des gaz naturels et le deuxième, c'est le circuit à hydrogène. Donc, nous recevons tout d'abord le gaz naturel après avoir éliminé le CO2 et l'eau. Et on regarde les niveaux de mercure et on regarde les autres impuretés parce qu'il peut y avoir des influences sur les procédés de liquéfaction. Donc, pour le nitrogène à hydrogène, par le biais donc de toute une série d'étapes, on réduit la température à moins de 170 degrés pour pouvoir liquéfier les gaz naturels de ce circuit. Alors, nous voyons que nous avons 6 tailles de sites de 15 000 gallons de jour jusqu'à 100 000. Ce sont des mesures américaines. Vous avez donc le système de conversion en bas et le niche de marché que nous touchons. Alors, voyons une image de notre processus de fabrication donc en Biscaye.
Alors, concernant donc le site sur le biogaz de Upcardine, nous sommes arrivés donc à un accord avec Ebonic pour, pour pouvoir distribuer donc les produits au niveau de l'Espagne. On a créé un site et on arrive à un col-d'al de biométhane à une pureté supérieure à 95%. On élimine le soufre au-dessus de 3 ppm et les siloxanes au-dessus de 10 mg. On va séparer le courant de GO2 que l'on est en train donc de l'introduire sur l'ingesteur, mais on peut travailler d'autres méthodes. Alors, le site, vous voyez donc en bleu et en rouge. Alors, ce sont des skits qui composent ce site. Sur le premier, on a le pré-traitement. Nous faisons donc, on élimine l'eau par le biais de condensé, ainsi qu'on on élimine d'autres éléments volatiles par le biais des filtres de carbone actif. Et ensuite, donc, on va comprimer le biogaz pour donc augmenter la pression et arriver jusqu'aux pressions d'opération des membranes. Nous avons donc un paquet des membranes qui fonctionnent sur 3 étapes. On a donc notre site. Actuellement, ce site, notre site, donc nous l'avons installé donc à Girona et donc c'est un site qui va rentrer, qui va commencer à travailler à partir du deuxième trimestre de cette année. On a 3 tailles de plantes, de sites 50, 150, 250 mètres cubes. C'est 3 sites à petite échelle ou 3 petits sites. Actuellement, nous sommes surtout concentrés sur donc la taille à 150 et on profite donc, on utilise donc le 95% donc pour créer du biométhane. Le biométhane donc sort à 25 degrés et à 16 bars. Donc, on l'utilise en tant que substitut du gaz naturel. Nous pouvons l'utiliser comme combustible pour les véhicules, mais on peut faire aussi de l'hydrogène à partir de ce biogaz. Si nous regardons les dernières étapes, on a donc le gaz, le comprimé que l'on peut donc ramener sur nos installations du groupe RAM, mais avec notre technologie de liquéfaction, on peut liquéfier le biométhane. On est en train de travailler quelques projets là-dessus. Et ensuite, nous créons donc de l'hydrogène. Pour créer de l'hydrogène vert, on a donc acheté une technologie donc, qui fonctionne depuis très longtemps et qui nous... Alors, nous prenons le 80% de biométhane que nous utilisons comme feed, c'est-à-dire du biométhane que nous allons utiliser pour le convertir en hydrogène vert. Et les 20%, nous le transformons en fuel, c'est-à-dire nous apportons de la chaleur à la chaudière pour faire de la vapeur d'eau. Nous avons 3 tailles, donc 3 tailles de production, 3 tailles de site, et vous voyez la conversion. Pour chaque mètre cube, nous créons 2 mètres cubes d'hydrogène. L'énergie de base est la biomasse, le biogaz qui peut venir donc des stations de d'épuration donc, et aussi des déchets agricoles ou des déchets de l'élevage. En tant qu'énergie secondaire, nous avons le biométhane qui provient donc du biogaz et on a aussi un produit intermédiaire qui est le syngaz. C'est un... Et quels sont les secteurs syngaz? C'est la mobilité, le transport, l'industrie et on travaille aussi pour la construction. Alors, vous avez mon adresse mail. Je crois que je respecte les 10 minutes. Si vous avez des questions et si vous avez des commentaires, vous n'avez qu'à me les envoyer. Merci. 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 Merci, Iñaki. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des projets donc des applications sur l'industrie ou sur les logements? Actuellement, pour la question du biogaz, nous, on a travaillé beaucoup avec EV
Et on est en train de leur proposer de monter donc une équipe de biogaz et après-dîne. C'est vrai que ces équipes nécessitent d'un certain temps, donc il faudra donner du temps au temps. Actuellement, on est en train de traiter la question donc avec des communes. On peut monter donc l'installation pour la transformation biogaz, biométhane et donc placer donc les scripts pour faire de l'hydrogène vert. On peut aussi, on a les connaissances pour pouvoir faire de l'hydrogène vert à partir du biogaz sans passer par le biométhane. Mais nous croyons qu'il est important donc d'avoir du biométhane et d'avoir de l'hydrogène vert. Et pour l'instant, on est dans les premières étapes, on commence à regarder le marché. Et je vous ai dit que notre installation pilote se retrouve à Girona. C'est une installation de biogaz. On est on est en train de travailler en Italie sur un futur projet et pour une installation d'une plus importante taille. Et pour l'hydrogène, on est au développement. Quelle est l'acceptation et quelle est la réponse que vous obtenez de communes, des communautés de communes, etc. Quelles sont les perspectives ou quels sont les délais ou combien de temps vont nécessiter ces usages pour quel va être l'horizon au niveau du Pays Basque? L'April de biogaz est une réalité, c'est une technologie qui fonctionne depuis longtemps. Et par contre, nous n'avons pas des agents ou des acteurs au Pays Basque. Donc, nous sommes devenus aussi un acteur dans cette chaîne. Et concernant la technologie de l'hydrogène, c'est vrai que c'est une technologie qui est aussi ancienne, qui est mûre. À jour d'aujourd'hui, nous pourrions quelque part dans 1 an et 1 an et demi d'avoir un site de production d'hydrogène. Alors, c'est vrai que ces projets nécessitent de tous ces délais. Ce sont des projets à long terme. Nous voyons que quelque part, cette installation à 50, 150 mètres cubes, en fait, et il y a des installations, ils ne savent plus quoi faire avec le biogaz. Donc, nous pouvons récupérer ce biogaz. Même les communes pourraient donc quelque part monter une petite flottille à 10 bus qui fonctionnent à partir de l'hydrogène vert. Donc, on pourrait faire des bons projets, des projets très intéressants et on est là, on est en train de se faire connaître actuellement et on est là en train d'ouvrir de nouveaux marchés. Merci beaucoup, Iñaki. Merci merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir participé à cette réunion. Et je crois qu'on aura l'opportunité de vous avoir et sûrement de créer des groupes de travail autour de ces dynamiques. Je vais passer donc la parole à Nouvelle-Aquitaine et pour ce faire, je vais passer la parole à Beñat qui va nous présenter aux participants suivants. Merci Beñat. Venons donc à Iparralde, Nouvelle-Aquitaine. Et pour témoigner de cette expérience en hybridation énergétique, nous accueillons Iban Lissarralde, qui est enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Estia. Ils ont mis en œuvre des technologies d'hybridation, sur un exemple concret, sur un bâtiment qui vient d'être construit et qui s'appelle Estia 3. Et ils sont également partenaires du projet ECAT, projet POCTEFA, ECAT, qui travaille sur ces concepts et notamment sous un angle d'autoconsommation. Je n'en dis pas plus et je cède la parole à Iban Lissarralde. Et si tu peux donc projeter ta présentation, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Tu peux me donner la main, s'il te plaît, pour partager les… Bien sûr. Bien sûr. On revient au temps, j'allais dire normal, hein, c'est-à-dire que tu auras, Iban, 15 minutes pour présenter Estia, le projet et les différentes voies de recherche que vous êtes en train de mettre en place et réalisation. Et au bout de 14 minutes, je te dirai qu'il te reste 1 minute. À toi d'intervenir. Merci beaucoup. Merci, Olga. Paramètre d'affichage, est-ce que tu peux le mettre en une seule diapo parce qu'on voit la diapo suivante. En haut, paramètre d'affichage, tout en haut, voilà. Tu mets basculer entre mode présentation et je pense que ça va le faire. Voilà. Merci beaucoup, super. Merci. Merci encore, Olga Beñat. Donc, voilà,
comme je vous disais, je suis Ivan Lizarralde, enseignant-chercheur à l'ESTIA. Donc l'ESTIA qui est l'école d'ingénieurs d'Iparralde dans différents domaines. Donc aujourd'hui, on va parler plus par rapport à la partie énergie et l'hybridation de l'énergie. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on est en train de faire actuellement et quels sont les savoir-faire mobilisés, quels sont les départements qui travaillent dans ce domaine. Je profiterai aussi de l'occasion pour vous présenter un projet, on va dire, collègue de Compet Plus, le projet ECATE, qui est aussi un projet Interreg-Proctefa, qui vient d'être lancé. Et donc, voilà, vous verrez qu'il y a pas mal de synergies avec Compet Plus. J'espère qu'aujourd'hui aussi, ça sera un jalon pour démarrer une collaboration plus étroite avec d'autres projets comme Compet Plus. Donc, le contexte, ce que je vais vous présenter, c'est techniquement les différents types d'hybridation qu'on est en train de faire à l'ESTIA, et dans un cadre un peu particulier, c'est l'autoconsommation. L'autoconsommation, de façon générique, voir les enjeux qu'il y a autour de la consommation, et techniquement, comment ça se traduit l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est quelque chose qui est déjà en réalité en France ou en Espagne. L'autoconsommation individuelle, il y a déjà pas mal d'installations qui existent, mais je vais profiter aussi pour vous parler de l'autoconsommation collective, car on commence à avoir un cadre légal qui nous permet de faire l'autoconsommation collective. Donc, bon, d'abord, quand on parle de l'autoconsommation, on parle concrètement de quoi? Donc, si on part une courbe de consommation, donc à l'écran en bleu, vous savez, une courbe typique d'une journée, ce qui peut donner un bâtiment de bureau, de maison, peut différer un peu, mais peu importe par rapport à notre message principal. Si on compare avec la courbe de production, et là je vous parle de photovoltaïque, donc courbe de photovoltaïque par exemple, vous savez, à l'écran en jaune. Donc, si effectivement on a l'installation préparée pour l'autoconsommation, toute la partie verte, ça veut dire qu'on va utiliser directement l'électricité produite sur place, donc dans les paramètres de notre bâtiment, et on va utiliser cette électricité pour l'autoconsommer, pour l'utiliser, pour le consommer directement dans le cadre de l'usage des soins de notre bâtiment. Donc, toute la partie jaune en haut, c'est ce qu'on appelle le surplus, qui va être normalement injecté dans notre réseau électrique. Donc, ce n'est pas vraiment perdu, mais dans le cas d'un périmètre d'un bâtiment, souvent on dit que c'est à peu près perdu, ou en tout cas, il ne fait pas partie de l'optimisation de l'usage de l'autoconsommation de notre bâtiment. Bien, dans le cadre de l'ESTIA, comme Beñat disait très bien, on a une opportunité qui est devant nous, c'est la livraison de ces bâtiments flambant neufs, comme vous pouvez le constater, qui vient d'être inauguré. Donc, c'est le 3e bâtiment de l'ESTIA. Et dans le cadre de ces bâtiments, donc, nous sommes en train de réaliser un projet d'autoconsommation. Donc, concrètement, ça veut dire que pour ces bâtiments, il y aura 2 types de production d'électricité. Donc, l'électricité qui est produite avec des panneaux solaires photovoltaïques et l'électricité qui est produite avec des mini-éoliennes. Donc, on va avoir 2 cours différents de production. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, l'idée, ce serait d'autoconsommer le plus possible et donc de regarder quelle est la typologie de consommation que nous savons, que mes collègues et l'ensemble des étudiants ont dans le cadre de ces bâtiments. Et donc, le but, ce serait d'augmenter et d'optimiser les taux d'autoconsommation. Donc, pour cela, on va agir d'un part, d'un point de vue du mode du fonctionnement des gens, des changements d'habitude, ce qu'on appelle les comportements d'usagers, et donc essayer que la plupart de la consommation se réalise au moment où on est en train de produire l'électricité. Donc, on voit déjà qu'on rentre dans un terrain assez complexe, parce qu'il va y avoir le facteur humain qui rentre en jeu, et donc on ne parle pas vraiment d'une hybridation technique ou technologique, mais on parle d'une hybridation avec des domaines qui sont liés au facteur humain. Donc, comment changer les habitudes et comment changer les comportements des gens pour pouvoir optimiser ce taux d'autoconsommation.
Et ensuite, évidemment, on va utiliser également les aspects techniques, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des systèmes de stockage d'électricité pour pouvoir optimiser ces bâtiments et les taux d'autoconsommation de ces bâtiments. Donc, concrètement, ce qu'on va utiliser, c'est des batteries de lithium et également un système d'hydrogène. J'ai dit un système d'hydrogène qui est composé par un système d'électrolyse, un système de stockage de gaz et un système de piles à combustible. Donc, c'est l'ensemble que je vais appeler système hydrogène. Donc, grâce à ces deux systèmes de stockage, la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure va prendre une autre allure. C'est-à-dire, on va avoir des moments où effectivement, on va devoir tirer du réseau, on va utiliser l'électricité qui vient du réseau. Il y aura des moments qu'on va autoconsommer directement, mais quand on a une production supérieure à notre consommation, on va chercher nos deux systèmes de stockage, donc batterie lithium et hydrogène. Évidemment, une fois que ce système de stockage est plein, et le moment où on n'a pas de production, on va pouvoir utiliser le système de stockage. Donc, le système de stockage peut être considéré comme journalier, donc ce qu'on va, la charge et la décharge va être fait au long de la journée, et dans d'autres cas, on va cibler le stockage plus à long terme, et plus concrètement, quand on parle de l'hydrogène, on peut se permettre de stocker à plus long terme, et dans le cas des jours, des semaines, voire des intersaisons, si le système de stockage me permet de stocker une quantité considérable de mètres cubes d'hydrogène. Donc voilà un peu l'idée de cette hybridation, cette première hybridation entre les deux types de production et les systèmes de stockage différents. Évidemment, tout ça demande un côté intelligent, on va dire, côté smart, et grâce à ce qu'on appelle l'Energy Management System, donc un système algorithmique qui va permettre de part prioriser et de savoir à quel moment on privilégie une consommation, différents types de consommation, quel type de stockage on privilégie, et pareil à l'usage, est-ce qu'on va privilégier un système de stockage plutôt à l'autre ou plutôt le réseau. Donc tout ça, c'est géré par ce qu'on appelle l'Energy Management System. Bien, qu'est-ce qu'on va piloter exactement? Parce que le but avec ce système, c'est de passer d'un taux d'autoconsommation de 40-50% à un taux d'autoconsommation de 85%. Et ça veut dire que 85% de l'électricité produite sur place sera consommée sur place. Et ça, c'est évidemment, d'une part, grâce au système de stockage, mais de l'autre part, grâce à ce qu'on a appelé les changements de comportement. Donc, le changement de comportement peut être réalisé par un changement d'habitude, mais également, on peut mettre la technique pour nous accompagner dans ce changement de la consommation. Et c'est ce que je vous montre à l'écran. Ce qu'il faut qu'on identifie, c'est qu'est-ce qu'on peut piloter. Qu'est-ce qu'on peut piloter? Quand on parle de pilotage, c'est que quels sont, sans forcément changer l'usage des personnes qui sont dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on peut piloter sans que les gens ne se rendent pas compte, globalement. Donc là, je vous ai mis à l'écran, par exemple, actuellement, ce qu'on est en train de faire, est par exemple, d'un point de vue recherche des véhicules électriques. Donc, on voit un autre domaine qui est extrêmement important, et d'un point de vue hybridation, comment on peut hybrider les différents systèmes de production d'électricité sur place et les différents systèmes des véhicules électriques qu'on a de plus en plus. Donc ici, dans notre cas, on parle d'une université, d'une école d'ingénieurs. Donc on a d'une part une flotte de vélos électriques à disposition des étudiants, et d'autre part, on a un ensemble de véhicules électriques, des voitures électriques, que ce soit des salariés, mais que ce soit aussi des véhicules de l'Estia. Donc, l'idée, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que si vous regardez actuellement les systèmes qui sont proposés dans le marché, la plupart des systèmes sont verrouillés d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas piloter exactement quand est-ce que le véhicule électrique va se chercher. Donc, il n'y a pas un pilotage possible, vous ne savez pas la main pour contrôler. Or, nous, les systèmes qu'on va mettre en place à l'Estia, on va avoir le pilotage de ce moment où le véhicule est en train de se chercher. Autrement dit,
on va piloter de telle façon que l'ensemble de cette autoconsommation va être optimisé par rapport à différents types de consommation et concrètement les charges des véhicules électriques. Donc, notre algorithme va dire à quel moment les véhicules doivent se charger, à quel moment doivent s'arrêter parce qu'il y a d'autres priorités. Et donc, voilà, on va mettre en place un système pour pouvoir piloter entièrement la recherche des véhicules. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec un système ouvert, avec un hardware libre, un logiciel libre, open, donc qui nous permettra de piloter complètement la recherche des différents véhicules. Actuellement, on a 8 voitures électriques. Un deuxième point très important, c'est le pilotage des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur. Donc, les systèmes de climatisation, que ce soit en été ou en hiver, chez nous, c'est géré par des pompes à chaleur. Donc, on utilise l'électricité pour produire la chaleur et pour produire le froid. Et ces pompes à chaleur sont gérées avec une consigne de température. Donc, on va utiliser cette consigne de température pour pouvoir piloter les pompes à chaleur. Autrement dit, on va dire aux pompes à chaleur à quel moment elles doivent s'allumer, à quel moment doit s'éteindre, et tout ça en fonction, encore une fois, de notre algorithme pour optimiser les taux d'autoconsommation. Et donc, on voit bien qu'on est en train de cette hybridation entre la production d'électricité et ce système intelligent qui va nous permettre d'autoconsommer le plus possible est déjà une réalité. Donc, dans le pilotage, quand on parle de pilotage des pompes à chaleur, typiquement, ce qu'on va faire, c'est anticiper les consignes de météo, par exemple. Quel est le temps qu'il va faire les prochaines heures, le lendemain, quel est le temps qu'il va faire, et par rapport à cette prévision, ce forecast du temps, on va donner des consignes précises aux pompes à chaleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper si les pompes à chaleur vont s'allumer un petit peu plus tôt, un peu plus tard, ou même s'il fait froid le matin, si on sait qu'il va faire chaud à midi, des fois on ne va pas allumer les pompes à chaleur. Donc, on voit bien que les pompes à chaleur ne vont pas fonctionner avec une consigne bête, on va dire, seulement une consigne mono-consigne de température, mais on va piloter les pompes à chaleur à partir de plusieurs consignes et toujours dans le but d'optimiser ce taux d'autoconsommation. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs systèmes. Après, il y a d'autres systèmes que je considérais secondaires. Aujourd'hui, la priorité, c'est ce système de climatisation, les pompes à chaleur et la recherche des véhicules électriques. Si déjà on maîtrise ces deux éléments, on va pouvoir optimiser, arriver jusqu'à 85% de taux d'autoconsommation. Bien, en deuxième partie, je voulais vous présenter le projet EKT. Et pourquoi le projet EKT? Parce que le projet EKT, c'est un projet autour de l'autoconsommation collective. Alors, qu'est-ce que c'est l'autoconsommation collective? De la même façon qu'on peut faire une autoconsommation individuelle dans les périmètres d'un bâtiment, et donc optimiser la consommation et la production d'électricité, on peut faire la même chose sur un ensemble des bâtiments. Et c'est notre cas. C'est donc ici à Isarbel, à Bidart. Donc, on va travailler avec d'autres acteurs pour faire une opération d'autoconsommation qui concerne plusieurs bâtiments. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs systèmes de production d'électricité et il y aura plusieurs points de consommation d'électricité. Donc aujourd'hui, il y a un cadre légal qui nous permet de faire ça, qui limite la puissance de production à 3 MW, qui limite aussi l'ensemble des bâtiments concernés par l'opération de l'autoconsommation collective à un périmètre avec un diamètre de 2 km. Donc, vous voyez que c'est déjà assez considérable comme zone. Un diamètre de 2 km, il peut y avoir pas mal de bâtiments qui rentrent dans cette opération d'autoconsommation. Et c'est justement, c'est à partir de cette opération qu'on va essayer cette fois-ci d'optimiser l'autoconsommation, non pas pour un seul bâtiment, mais pour l'ensemble des bâtiments. Donc, vous avez compris, la clé ici, ça va être l'échange d'électricité qui est fait dans ce périmètre restreint. Donc, l'échange d'électricité entre les bâtiments. Donc, il te reste 1 minute, Iban. D'accord. Donc, et c'est ce qu'on va travailler, cette optimisation, ce qu'on va travailler dans le cadre du projet EKT.
un projet, comme je disais, projet POCTEFA, donc, où les membres, STIA est accompagné avec NR Cluster, l'UPV, Sydney, Texol et un autre cluster qui est Derby. Donc, dans le cadre des KT, on va surtout travailler sur la digitalisation de ces systèmes. Et pour optimiser l'autoconsommation collective, on a la chance de travailler avec un membre de consortium qui travaille avec la blockchain. Donc voilà une autre hybridation que je trouve intéressante, c'est la digitalisation de l'électricité. Et comment utiliser des outils type Energy Management System, type blockchain, pour pouvoir optimiser l'ensemble de ces autoconsommations à différents bâtiments. Bon, après, si vous avez des questions, je peux rentrer dans les détails de l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, cet échange d'électricité peut se faire de différentes façons. À grosso modo, il y a une clé fixe, c'est-à-dire qu'on décide à l'avance par rapport à la production d'électricité combien chaque bâtiment doit dépenser. Et il y a une clé dynamique qui est plus intéressante, ce qui nous permet de faire la blockchain. C'est un cadre légal qui en France, on peut l'utiliser. En Espagne, pas encore, mais en Espagne, on travaille déjà. Il y a a priori à très court terme et il y aura un cadre légal pour pouvoir faire l'autoconsommation collective avec cette clé dynamique de répartition d'électricité. Merci, Iban. Voilà, mille esker, merci à vous. Mille esker, Sodi. Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir quel était le phasage, en fait, de votre système de pilotage des recharges, de pilotage des pompes à chaleur et également quel était le phasage du programme POCTEFA. Alors, dans les programmes POCTEFA, donc, il y a plusieurs work packages, comme vous pouvez imaginer. Il y en a un qui est plus technique, lié à l'installation des différents systèmes de production et surtout le pilotage. C'est le pilotage que j'ai parlé avec des algorithmes Energy Management System et les algorithmes des blockchains qui vont nous permettre. Donc ça, c'est en 2021-2022, on va mettre en place au fur et à mesure ces systèmes dans chaque bâtiment, parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont concernés. Donc il y aura un site pilote à Isarbel, donc à Bidar, à Iparralde, et un deuxième site pilote en Catalogne. Côté Barcelone, et il y a un autre site pilote, donc il y aura deux sites pilotes avec deux installations qui vont être inaugurées fin 2022. En parallèle de ça, il y a d'autres activités liées à l'identification des différents modèles d'affaires, donc des business models qui vont avec ce système d'autoconsommation collective. Et donc, on regarde aussi comment évolue la législation. C'est pour ça que je vous disais qu'en Espagne, normalement, bientôt, il y aura un cadre et pour l'autoconsommation collective avec une clé de répartition dynamique, etc. etc. Donc, ce qui va permettre l'émergence de nouveaux modèles d'affaires. Et donc, on identifie en parallèle tous ces modèles d'affaires. Et ce qui je trouve intéressant aussi, et ce que je pense qu'il y a des liens avec Compet Plus, et on est en train de travailler aussi pour créer un cluster transfrontalier avec ce qu'on appelle la digitalisation de l'électricité. Donc, il y a énormément d'acteurs qui se positionnent sur la digitalisation de l'électricité et on estime qu'à court terme, il y a moyen de créer plus de relations transfrontalières. Donc, j'espère que dans ce cadre, il y aura des synergies entre Compet Plus et KT. Eskerrik asko, Ivana. Efectivamente, pues vamos a intentar y seguro que lo lograremos. Nous allons donc essayer de créer des relations entre ECAT et Compet Plus. Nous allons, merci aux différents participants. Je crois que le contenu a été vraiment très intéressant. Je crois on a vu donc des défis importants. Et pour revoir donc les prochaines réunions, donc je vais passer la parole à Béatrice pour que Béatrice nous présente à partir donc de toutes ces informations et à partir de ses compétences, voir un peu quelles seront les prochaines étapes de Compet Plus. Tel qu'on l'a vu au début de la réunion, on a traité déjà deux thématiques. On a parlé de mobilité durable et d'énergie, surtout de l'hybridation
consommation d'énergie. Il nous reste, on a 2 thématiques à revoir. Donc, la partie agro, tout ce qui a trait donc, à l'alimentation des cantines et les industries créatives, c'est-à-dire des technologies appliquées à des secteurs plus traditionnels. Ces 2 réunions, ces 2 sujets, nous allons l'aborder l'agro le mardi prochain et le mardi d'après, on va revoir donc la question des industries créatives. Alors, ces ateliers vont nous permettre donc de revoir l'intérêt, les opportunités et voir ce que l'on peut travailler. On va identifier les sociétés qui sont en train de travailler ces domaines. On va identifier des grands groupes qui qui certes a des défis auxquels on puisse donner une certaine réponse. L'objectif final de Compete Plus est de créer 2 pôles d'innovation autour de ces thématiques et pour créer des chaînes de valeur, des chaînes transfrontalières. Je crois que je peux m'arrêter là. Lady. Directement aux prochaines dates parce que nous sommes un petit peu courts pour finir dans les temps ce webinaire en remerciant les intervenants et en remerciant également la 50aine de participants qui ont été présents et qui ont pu écouter l'ensemble des interventions. Comme le disait Béatrice, nous allons la semaine prochaine, nous vous convions déjà, nous vous invitons également à un autre webinaire sur une 3e thématique qui est celle de Compete Plus. Il s'agit de créer une chaîne de valeur pour augmenter la présence des aliments et des produits locaux, des produits bio ou d'agriculture raisonnée dans les cantines, dans les résidences, les EHPAD et toutes les entités publiques en se basant sur la complémentarité qu'il y a sur les 3 territoires. On sait que la Navarre est un territoire très agricole, l'Aquitaine également, Euskadi a un certain nombre de labels, donc des labels de qualité. Donc, nous voulons créer un espace transfrontalier qui donne une grande diversité de produits locaux et de produits de qualité bio ou d'agriculture raisonnée pour pouvoir faire face à la demande croissante qu'il y a dans les cantines scolaires, dans les cantines des EHPAD, dans les différents espaces donc publics et privés d'ailleurs, les entreprises également qui peuvent avoir des cantines ou des espaces de restauration. Et le dernier webinaire aura lieu donc début février avec là plus particulièrement la thématique des industries créatives culturelles. Il s'agit là d'essayer de compiler, d'identifier toutes les technologies nouvelles qu'il y a en images 3D, en images virtuelles, en réalité virtuelle également, et d'autres techniques des industries créatives pour pouvoir les proposer, pour pouvoir les développer et les mettre au service des secteurs économiques, on va dire, entre guillemets, plus traditionnels. Qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle valeur ajoutée peuvent apporter ces nouvelles technologies et ces industries créatives dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans les secteurs du visuel, de l'immobilier, enfin, essayer de véritablement faire un état des lieux de ce qui existe dans notre espace transfrontalier, c'est-à-dire en Nouvelle-Aquitaine, en Euskadi, en Navarre, et essayer de mettre à disposition de tous les secteurs économiques de ces 3 territoires le savoir-faire qui existe à quelques kilomètres de chez nous. Voilà donc les prochains webinaires. Nous allons évidemment faire suivre l'ensemble des présentations aux participants, aussi bien les présentations qui ont eu lieu aujourd'hui que celles qui ont eu lieu la semaine dernière sur la mobilité, tant électrique que par hydrogène, et évidemment les présentations qui auront lieu en agroalimentaire et en industrie créative et culturelle. Vous avez dans la prochaine diapositive les contacts territoire par territoire qui peuvent vous être utiles pour ce projet Compete Plus. Beñat Joregui pour ce qui concerne la Chambre de commerce Bayonne-Pays Basque. Moi, je suis en transfrontalier, mais je peux également être une interlocutrice pour tout Euskadi. Béatrice Blasco, elle est
évidemment à Sodena et plus particulièrement sur tout ce qui est le territoire navarrais. Si vous avez également des questions en communication, c'est l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre et Leide Ascona qui pilotent plus particulièrement cet aspect. Et ensuite, on vous a parlé dans ce webinaire du travail qui a été effectué par Orchestra, l'Institut de compétitivité d'Euskadi, qui a donc analysé l'ensemble des stratégies de spécialisation des 3 territoires. Et avec notre concours, évidemment, nous avons réussi à dégager des points de convergence, des domaines de convergence entre les 3 territoires, puisque l'idée du transfrontalier et l'idée de Compét Plus, c'est de jouer sur les complémentarités des 3 territoires pour pouvoir apporter de la plus-value dans des chaînes de valeur transfrontalières, dans des pôles transfrontaliers. Et nous suivrons évidemment avec grand intérêt et nous contribuerons au cluster transfrontalier de digitalisation de l'énergie, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à ces différents interlocuteurs si vous avez des questions, des suggestions. Les prochaines étapes après les webinaires, ce sera évidemment la constitution de groupes de travail et la création de sessions de créativité pour construire les pôles transfrontaliers, pour construire également les plateformes d'innovation. J'espère que le Covid va nous laisser tranquilles et que nous allons pouvoir faire ces groupes de travail, animer ces groupes de travail en présentiel, mais dans le pire des cas, entre guillemets, nous ferons des sessions virtuelles au travers de Zoom ou de plateformes virtuelles, évidemment. Remercier de nouveau tous les intervenants qui ont été passionnants aujourd'hui, qui ont apporté énormément de matériaux, de réflexion et de connaissances à cette thématique d'hybridation énergétique. Remercier également notre traductrice, Christina Maidagan, qui a permis de pouvoir suivre ce webinaire intégralement en français pour les francophones, intégralement en espagnol pour les hispanophones. Et pour ceux qui ça intéresse, rendez-vous mardi prochain pour l'agroalimentaire. Merci encore. Eta urte berrion berriz. Mi esker. Merci. Merci, au revoir, bonne journée et encore une fois, bonne année.